Aujourd'hui, on va regarder les applications de la simplicité des groupes. C'est-à-dire qu'un certain nombre d'entre vous, je suppose à l'agrégation externe ou interne, mais bon là, vu la saison, c'est plutôt externe, ont dans leur musette un développement sur la simplicité, par exemple, du groupe SO3 ou du groupe AN quand n est différent de 4. En particulier, quand il est supérieur ou égal à 5, c'est plus intéressant parce que c'est non commutatif. Alors, évidemment, même si, et surtout, si votre développement est impeccable, le jury sera amené à poser des questions qui regardent si vous avez du recul par rapport à ça, si vous savez ce que c'est que la simplicité. Bon, alors on va supposer que vous savez parfaitement démontrer la simplicité. La première question, c'est est-ce que vous connaissez d'autres groupes simples? Alors bon, globalement, les groupes simples, c'est AN, N différent de 4, SO3, bon, puis après, bon, il est bon de savoir que SON n'est pas simple, en tout cas SO4 n'est pas du tout simple, SO5 est simple, hein, on est sur R, hein, et ensuite SO6, et de Strasbourg évidemment. C'est quelqu'un qui a toujours frisé le lamentable et qui est toujours resté dans le ridicule. Toujours. C'est que de la beauté. Et n'est pas simple. Donc, pourquoi? Parce qu'il y a un sous-groupe distingué, vous avez identité et moins l'identité dans SO6, parce que 6 est simple. Donc ici, vous avez, il suffit de quotienter par ce groupe-là, donc SON inter R étoile identité, donc qui est en fait plus ou moins identité, et là, vous allez obtenir un groupe simple. Voilà. Pareil, SLN n'est pas simple, mais quand vous le quotientez, donc c'est pour ça qu'on met un P, ici on aurait pu mettre P SON, donc quand vous quotientez par l'intersection du groupe et des homothéties, d'accord, K étoile identité, eh bien vous obtenez un groupe simple, sauf si N égale 2, avec K égale soit F2, soit F3. Bon. Donc ça, c'est des exceptions, il y a des ratés au départ. Maintenant, il faut surtout avoir conscience des applications de la simplicité des groupes. À quoi ça sert, d'accord? En gros, pourquoi faire simple? Vous savez qu'il avait raté sa carrière. Évidemment. Et sa vie aussi, d'ailleurs. On en reviendra peut-être à une autre partie. Voilà. Soit j'ai un groupe simple. Alors, voilà toutes les propriétés qu'on va récolter qui sont vraiment magnifiques et puis qu'on a en un claquement de doigts. Si on a un morphisme de G dans H, eh ben le morphisme, il est soit trivial, soit injectif. Ça, c'est génial. D'accord? Il n'y a pas de demi-mesure. Voyez? Soit il est trivial, c'est-à-dire que tout est envoyé sur l'identité de H, soit il est injectif. Et G rentre tout entier dans H sans noyau. Effectivement, parce qu'un noyau, c'est distingué. Donc, soit il est égal à E, dans ce cas-là, c'est injectif, soit le noyau, c'est G tout entier, dans ce cas-là, il est trivial. Alors, dans le cas des groupes finis, on a quelque chose encore mieux, soit phi, un morphisme de G dans H, G et H fini. On suppose que l'ordre de G ne divise pas l'ordre de H, alors phi est forcément trivial. Là, vraiment, ça se fait encore en un claquement de doigts, puisque s'il n'était pas trivial, eh bien, il serait injectif, et dans ce cas-là, G s'injecterait dans H, et donc l'image, qui serait isomorphe à G, eh bien, aurait un ordre qui diviserait l'ordre de G. Or, ce n'est pas, et donc phi est trivial. Donc, vous voyez, c'est quand même extrêmement puissant. Encore un autre truc d'une autre nature maintenant, c'est que vous prenez une classe de conjugaison dans G, donc une classe de conjugaison, c'est l'ensemble des éléments de la forme HC, H-1 avec petit c dans G, et on va supposer cette classe de conjugaison non triviale, c'est-à-dire que, bon voilà quoi, c'est pas la classe de l'élément neutre, eh bien, la classe de conjugaison engendre G. Pourquoi? Parce que d'abord, comme c'est non trivial, cette classe de conjugaison, le sous-groupe engendré par la classe de conjugaison, eh bien, ça va être un sous-groupe non trivial. Mais comme on a pris le soin de prendre une classe de conjugaison, ça va être distingué. Donc comme c'est distingué et non trivial, ça va être égal à G. Alors pourquoi c'est distingué? Parce que si vous prenez petit g dans le sous-groupe engendré par la classe de conjugaison, donc c'est de la forme le produit de CI, un produit fini de C1 ici, avec C1 ici dans la classe de conjugaison, puissance epsilon i, alors epsilon i c'est soit 1, soit moins 1. D'accord? Soit on met la puissance 1, soit la puissance moins 1. Voilà. Et donc voilà la forme habituelle d'un élément de C.
Alors on peut répéter plusieurs fois les CI, hein, plusieurs fois le même. Voilà, et on prend petit h dans G, on conjugue petit g par H, et vous avez HG, H-1, comme la conjugaison c'est un automorphisme de groupe, eh bien c'est le produit des HCI, H-1, epsilon I. Voilà. Et donc comme CI est dans grand C, ben HCI, H-1 est aussi dans grand C, parce que C est une classe de conjugaison, donc ça c'est dans le sous-groupe engendré par C. Donc moralité, ce groupe-là est un groupe distingué parce qu'il est stable par conjugaison. C'est ça la définition d'un sous-groupe distingué, hein, c'est un sous-groupe stable par conjugaison. Et donc c'est égal à G. Donc n'importe quelle classe de conjugaison engendre G. Alors, qu'est-ce qu'on va apprendre, par exemple, si vous êtes dans SO3, hein, d'accord? Alors, vous allez dire, bah oui, vous avez la classe des retournements. Les retournements engendrent SO3. Ouais, alors là, c'est un peu triché, parce que comme on a démontré que SO3, généralement, est simple, généralement, hein, je dirais 9 fois sur 10, on l'a démontré en utilisant le fait que les retournements engendrent justement SO3. Donc on ne peut pas utiliser la simplicité pour montrer que les retournements engendrent. En revanche, maintenant vous pouvez prendre, je ne sais pas moi, par exemple toutes les rotations de SO3 d'angle plus ou moins pi sur 12. D'accord ? Quand vous prenez une rotation de SO3 d'angle θ, eh bien, vous savez que sa trace, c'est 1 plus 2 cosinus θ, donc l'angle au signe près, c'est-à-dire cosinus, l'angle au signe près, est entièrement, c'est un invariant de la classe de conjugaison, et inversement, et réciproquement. Maintenant, si vous prenez l'ensemble des rotations d'angle plus ou moins pi sur 12, eh bien, ça va être une classe de conjugaison, et donc, ça va engendrer SO3, voilà, directement. Prenez AN, vous savez que les 3 cycles, bon, ça vous êtes servi, donc vous n'avez pas le droit de vous servir de la simplicité pour montrer que les 3 cycles engendrent AN, mais prenez, voilà, je sais pas moi, A12, ben, les 12 cycles engendrent A12. Non, ça c'était une farce, parce qu'un 12 cycles, c'est pas pair. Il est entre l'échec et la catastrophe tout le temps, tout le temps, tout le temps. Voilà. Mais les 11 cycles, ça engendre A12. Voilà. Ok, donc voilà des applications vraiment magnifiques de la simplicité. Et on n'est pas encore rendu. Je veux dire, toute l'histoire de l'algèbre est une utilisation subtile de la simplicité. Maintenant, on va passer à autre chose. On va regarder des extensions d'un groupe simple. Par exemple, un N est simple, et vous avez un surgroupe, en quelque sorte, de AN, c'est SN. Et maintenant, on va pouvoir comprendre quels sont les sous-groupes distingués de SN. Parce que SN n'est pas très très loin de AN. Donc, dans les sous-groupes distingués de SN, il va y avoir de la rigidité. Alors regardez, si G est un sous-groupe de SN, N différent de 4, alors G est soit E, soit AN, soit SN. Donc là, il y a 3 possibilités. Vous voyez, c'est une grosse rigidité. Donc on va le montrer, c'est pas trop difficile. Regardez G inter AN, vous voyez que c'est un sous-groupe de AN, mais c'est un sous-groupe distingué. Alors pourquoi c'est un sous-groupe distingué? Parce que quand vous conjuguez par un élément de AN, comme G est distingué dans SN, ça va rester dans G, et comme AN, bien sûr, en quelque sorte, il est distingué dans AN. Il est même distingué dans SN, il est distingué dans AN, et bien, donc la conjugaison va rester stable AN, donc l'intersection. Donc on a bien la G inter AN, qui est un sous-groupe distingué de AN. Donc comme AN est simple, parce que AN est différent de 4, soit G inter AN égale à N, ce qui revient à dire que AN est inclus dans G, c'est le premier cas. Donc on a G qui est coincé entre AN et SN. Alors là, il n'y a pas beaucoup de place entre AN et SN, parce que quel va être l'ordre de G? Forcément, par Lagrange, un multiple de AN.
Mais l'ordre de Sn est un multiple de G. Donc ces deux multiples, ça doit donner le multiple, quand on les multiplie, ça doit donner le multiple qu'on a ici. Mais le multiple ici, c'est 2, qui est le premier. Hein, parce que l'ordre de Sn est 2 fois plus grand que l'ordre de An. Ce qui fait que soit G est égal à N, soit G est égal à Sn. Donc on a obtenu ces deux situations dans le premier cas. Maintenant, deuxième cas, soit G inter AN égale forcément E, parce que comme AN est simple, hein, c'est soit tout, soit rien, presque rien, disons, l'élément neutre. Alors, dans ce cas-là, qu'est-ce qui va se passer si G inter AN égale E? Prenons deux éléments de G. On va les prendre différents de E. Vous les multipliez. Sigma et tau. D'accord? Ils sont dans G. Donc, comme ils sont dans G et différents d'eux, ils ne sont pas dans AN. Mais quand vous allez les multiplier, vous multipliez deux éléments de signature négative, donc ça vous fait un élément de signature positive. Mais comme vous êtes dans G, vous allez rester dans G d'une part. Mais vous avez un élément de signature positive, donc vous êtes dans AN. Donc vous êtes dans G inter AN. Donc sigma fois tau, sigma rond tau si vous préférez, il est dans G inter AN. Donc c'est forcément E. Alors là c'est embêtant, ça veut dire que si vous prenez déjà sigma fois sigma, d'accord, ça fait E. Donc sigma est d'ordre 2. Donc déjà j'ai que tout élément de G est d'ordre 2. Donc maintenant, mieux, vous prenez deux éléments de G, différents de E. Donc ils sont tous les deux d'ordre 2. On est bien d'accord. Donc vous prenez tau moins 1, va être aussi dans G. Donc vous allez avoir sigma fois tau moins 1, d'après ça, est égal à E. Donc tau est égal à sigma. Donc ça veut dire qu'il n'y a qu'un seul élément différent de... soit G est égal à E, d'accord? Dans ce cas-là, on est dans ce cas-là. Mais si on n'est pas dans ce cas-là, alors il n'y a qu'un seul élément, sigma, qui est d'ordre 2 dans G. Donc G, c'est juste E, sigma. Et on va montrer que c'est pas possible. C'est-à-dire que ça, c'est pas possible. Attention, si N est différent de 2. Donc là, à partir de maintenant, on va supposer que N est strictement supérieur à 2. Alors, donc, supposons que sigma est différent de E. Donc ça veut dire qu'il va envoyer I sur un certain J avec J différent de I. Mais comme il est d'ordre 2, sigma de J, ça va être I, forcément, parce que sigma 2 égale identité. Voilà. Mais, comme N est strictement supérieur à 2, j'ai un troisième élément, que je vais appeler K, et je vais dégainer le 3 cycle IKJ. Donc, bon, je sais que j'ai même pas besoin de dire que ça c'est dans AN, puisque je sais que c'est dans Sn. Je vais regarder H sigma H-1, qui est censé être dans G, et, parce que G est distingué, et qu'est-ce qui va donner I par H-1, il va donner J, J par sigma, il va donner I, et I par H, il va donner K. Donc, il envoie I sur K. Oui, mais alors, du coup, cet élément, il envoie I sur K. Or, le seul élément de G, il envoyait I sur J. Donc, c'est impossible parce que K est différent de J. Voilà. Donc, c'est terminé. C'est, je pense, la preuve la plus simple qui soit. Je ne sais pas si vous en avez une plus simple que ça. Bref, on a que G distingué dans Sn. Si n est différent de 4, alors G égale E, AN ou Sn. La question classique, c'est que se passe-t-il pour n égale 4? Eh bien, pour n égale 4, vous avez E, A4, S4, ou le Fier groupe E, c'est-à-dire le groupe qui est constitué de E, le groupe à 4 éléments, qui est constitué de E et les 3 doubles transpositions. Voilà. Maintenant, on va exploiter un petit peu plus ce théorème de la classification des sous-groupes distingués de Sn. Alors voilà une jolie application, c'est que si le groupe Sn, alors là on va prendre n supérieur ou égal à 5, comme ça on est tranquille, s'il agit sur X, un ensemble, et qu'on a une orbite O pour cette action. Alors je prends une orbite O, ça veut simplement dire que je veux regarder Sn qui agit sur O transitivement.
Voilà, donc je prends une action transitive. Je me restreins à une action transitive. Alors le cardinal de O est forcément 1, 2, et puis il y a un saut. D'accord? C'est-à-dire que le cardinal de O, si c'est pas 1 et 2, il est supérieur ou égal à n. Le n qui est ici. Alors bon, la preuve est assez simple. Hein. Vous regardez Sn qui agit sur O, hein, et on va supposer que O est de cardinal m. Ce qui fait qu'on a une action de Sn sur O, donc un morphisme de Sn dans les permutations, dans le groupe des permutations de O. Comme O est cardinal M, le groupe des permutations il est isomorphe à Sm, donc on a un morphisme hein, de Sn dans Sm. Bon, mais c'est pas n'importe quel morphisme, parce que c'est un morphisme qui va donner une action transitive. Il ne peut pas être trivial, sauf si O est de cardinal 1, d'accord, par exemple. Donc, on va faire tous les cas, on va regarder le noyau de phi. Le noyau de phi, il est distingué dans Sn, donc c'est soit Sn, soit An, soit E. Alors d'abord, si le noyau c'est Sn, eh bien ça veut dire que phi est trivial. Ça veut dire que si vous faites phi de sigma de x, eh bien c'est trivial, ça va faire x. Voilà. Hein. Mais comme l'action, parce que ça c'est égal à sigma.x, hein, par définition, c'est l'action de sigma sur x, eh bien ça veut dire que dans l'orbite, il n'y a qu'un seul élément, x. Donc l'orbite est de cardinal 1. Si tiers de phi, c'est AN. Dans ce cas-là, par le théorème fondamental, vous avez que le quotient est isomorphe à l'image, et donc ça veut dire que im de phi, c'est de cardinal 2. Donc il y a l'élément neutre et un élément sigma, qui est différent de E. Eh bien, je vais montrer que le cardinal de l'orbite, dans ce cas-là, c'est 2, hein, d'accord? On va être dans ce cas, parce que, forcément, l'identité, on ne va pas compter sur elle pour rendre les choses transitives, hein, d'accord? Donc, on va dire que l'ensemble, l'orbite, puisque c'est transitif, c'est, donc, im de phi, c'est le sous-groupe engendré par sigma. Donc, on l'applique à x, eh bien, ça fait x et sigma de x. Donc, ce qui fait que soit sigma de x est égal à x, mais dans ce cas-là, c'est pas possible, parce que im de phi, ce serait 1, soit sigma de x est différent de x, c'est ce qui va se passer, et dans ce cas-là, l'orbite, comme sigma est d'ordre 2, hein, l'orbite, ça va être x sigma de x, elle est de cardinal 2. Alors donc maintenant, on arrive au cas où ker de phi égale E. Alors ker de phi égale E, ça veut dire qu'on a une injection de Sn dans Sm, et dans ce cas-là, n est plus petit ou égal à m. Voilà. Donc, on a ce théorème, et en fait c'était un théorème de Joseph Bertrand, en 1845, qui est relatif à ce théorème-là. Et vous allez voir, si P est un polynôme à n variables, et on transforme P en permutant les variables, eh bien, on va obtenir combien de polynômes? Eh bien, on en obtient soit 1, donc ça veut dire que dans ce cas-là, le polynôme est invariant, donc c'est par permutation, donc c'est ce qu'on appelle un polynôme symétrique, soit 2, soit alors on en obtient plus que n. Et pour la petite histoire, Joseph Bertrand n'a pas démontré, ça a été démontré plus tard. Bon, quand même, la simplicité n'était pas encore vraiment bien assimilée hein, à cette époque, alors que Galois était quand même décédé depuis longtemps, c'est assez incroyable. Et Joseph Bertrand, pour montrer ça, et en fait, c'était une hypothèse, il a supposé, l'hypothèse de Bertrand, justement, c'est-à-dire que le postulat de Bertrand, c'est que entre n et 2n, il y a toujours un nombre premier p. C'est pour cela qu'il l'a fait. Alors que c'était inutile, la simplicité, ça torchait tout. Mais bon, à l'époque, ils n'avaient pas encore bien assimilé, hein, on va dire, les grands mathématiciens comme Bertrand, n'avaient pas assimilé parfaitement la simplicité comme Galois l'avait fait. Eh bien, pourquoi? Parce que c'est une orbite, hein, on regarde, on a bien une action
hein, de Sn sur l'espace des polynômes. Grand X, ça va être l'espace des polynômes. Et il agit, Sn, par permutation des variables. Eh bien, vous appliquez ce théorème. Donc regardez, vous prenez pour n égale 3, bon, alors vous allez me dire n égale 3, c'est pas n supérieur à 5, mais bon, c'est juste pour se donner une idée. x1, x2 plus x2, x3 plus x3, x1, eh bien ça va être un polynôme symétrique. Vous pouvez permuter les indéterminés comme vous voulez. Vous obtiendrez toujours le même polynôme, donc vous êtes dans ce cas-là. Là, vous prenez celui-ci, x1 carré x2 plus x2 carré x3 plus x3 carré x1, eh bien, vous voyez bien qu'il est symétrique il est A3 symétrique, c'est-à-dire si vous prenez le 3 cycles, vous transformez 1 en 2, 2 en 3 et 3 en 1, ça c'est symétrique pour A3. Mais il n'est pas symétrique pour la transposition 1-2. Donc il va donner naissance à un deuxième polynôme par permutation. Mais c'est tout. On est dans le cas où l'orbite c'est 2. Voilà. Et sinon, après, c'est supérieur ou égal à n. Donc ils avaient remarqué que des polynômes symétriques, il y avait cette espèce de saut. Hein. Quand on symétrise des polynômes, le nombre de polynômes obtenus possédait un saut. Donc voilà, c'est assez joli. Et pour terminer, regardez ce qui se passe pour S4. Évidemment, ça ne se passe pas comme ça. Vous avez ce polynôme, x1, x2 plus x3, x4. Eh bien, dans son orbite, vous allez avoir x1, x2 plus x3, x4, bien sûr, c'est l'identité, x1, x3 plus x2, x4. Donc là, il suffit d'envoyer 1 sur 4, 4 sur 1, 2 sur 3, 3 sur 2, la double transposition, vous avez ça. Et puis, vous avez de la même manière x1, x4 plus x2, x3. Donc là, vous avez une situation exceptionnelle, hein, qui est liée au fait qu'il existe un morphisme qui va être de S4 dans S3, et on va avoir un morphisme surjectif de S4 dans S3, hein, qui va avoir pour noyau, forcément, un sous-groupe distingué d'ordre 4, le groupe de Klein de S4. Voilà, c'était une petite balade en toute simplicité.